dans ces cas-ci, moi je suis tout à fait perplexe parce que je me demande à quoi ça correspond. C'est ça. Qu'est-ce que l'on demande exactement? Est-ce que c'est pas cette grève, incontestablement, celle actuelle, et hantée, si l'on peut dire, c'est-à-dire articulée avec cette malencontreuse législation du travail qui a eu à un moment où les gens étaient à peu près satisfaits, ou tout au moins sans grande agitation, ça a donné lieu immédiatement à des mouvements et agitations et refus cette nouvelle forme du code du travail. Mais alors je ne sais pas, dans l'université, à quoi ça correspond, c'est ça le grand problème. C'est quoi l'université pour toi? Comment? Qu'est-ce que l'université? Qu'est-ce que la fac pour toi? Non, qu'est-ce que... Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Ah, ça c'est le moment de... Mais là, je dirais, c'est l'endroit où je suis professeur retraité, après avoir été professeur dans l'active. Mon métier et ma destination volontaire, c'est-à-dire mon orientation ayant été à l'origine de l'enseignement, j'ai commencé de l'enseignement, j'avais choisi la philosophie, j'ai commencé l'enseignement, je l'ai fait d'abord dans l'enseignement des lycées, mais dans les classes de préparation, ce qu'on appelle classes de préparation aux grandes écoles. Ensuite, j'ai été recruté, après avoir passé une thèse, pour le recrutement dans l'enseignement supérieur. J'ai été recruté en particulier finalement à d'autres universités, mais finalement en 69 à Vincennes, par l'intermédiaire de ceux que je connaissais, en particulier François Châtelet, Michel Foucault, qui ont créé le département de philosophie, de sorte que j'ai été à cette université. Ah ben à ce moment-là, c'était quelque chose qui correspondait à Vincennes, à l'enseignement universitaire, mais qui n'était pas dans l'enseignement universitaire classique, c'est-à-dire avant 68, que correspondait essentiellement à des préparations des préparations justement en philosophie en particulier, c'est des préparations à l'enseignement. Il n'y avait pas tellement de débouchés différents et d'orientations différentes en philosophie. Après 68, ou au moment de 68, bon, il y a eu tout un tas de critiques multiples d'ailleurs sur l'organisation trop hiérarchique de l'université, sur les examens, etc. De sorte qu'à Vincennes, il y avait eu une orientation qui était plutôt celle de transformation du sens de l'université, qui était une sorte de culture, d'ouverture d'une population beaucoup plus élargie et qui n'était pas uniquement consacrée à des vocations enseignantes, et qui était une sorte d'acquisition, d'ouverture générale de la population à la connaissance, à l'enseignement, à l'apprentissage des matières enseignées, etc. De sorte qu'il y a eu une ouverture réelle et assez grande
sur des personnes qui venaient s'instruire, qui venaient perfectionner leur culture, leurs connaissances, et qui ne se destinaient pas spécifiquement à passer des examens, à se préparer pour un métier, parce qu'il y en avait qui l'avaient déjà. Et ceux qui ne l'avaient pas n'avaient pas particulièrement l'intention de prendre un métier enseignant. Donc cette université, comment l'appeler, c'est un lieu où il y avait la possibilité de discuter, d'ouvrir aux gens des formes de critique des connaissances, de critique sociale, qui était inaccoutumée et qui faisait qu'elle était très ouverte sur la vie et sur la société. Ça n'a pas, dans certains cas, ça a duré. Dans d'autres cas, il y a eu une reprise en main de l'organisation institutionnelle, c'est-à-dire de faire que l'université était faite pour des formations, des préparations spéciales et sélectives, pour faire fonctionner des examens, etc. Donc c'était l'orientation universitaire. Moi, j'ai eu la chance de ne pas entrer dans ce système dans une certaine mesure, puisque en fait, à partir de Vincennes, on n'a jamais fait passer d'examen, ni Deleuze, ni Lyotard, ni Châtelet, etc. On a eu la chance de ne pas faire passer d'examen, de ne même pas faire de sélection, de sorte qu'on a maintenu jusqu'au bout cette idée d'une université qui est ouverte à des discussions. Et c'est pour ça que j'ai continué ce séminaire qui est également, qui est ouvert à tout le monde. Il y a uniquement, par la force des choses, ou presque uniquement, des gens de l'université ou des étudiants, mais il peut y avoir des gens qui sont également hors de l'université, qui viennent uniquement pour le plaisir de discuter. Donc c'est plutôt quelque chose pour moi, c'est une organisation très particulière qui fait que l'on peut se réunir pour discuter autour de questions qui sont soit des questions sociales importantes pour la vie, soit tout simplement des questions qui sont peut-être importantes mais ne sont pas absolument décisives, comme les questions de l'art, par exemple, qui peuvent être ouvertes à la discussion et qui permettent à des gens de s'informer, d'exposer leurs idées à un moment, alors qu'ils ne le peuvent pas en général. Donc c'est cette ouverture sur cette exposition des idées et la liberté que chacun peut avoir de le faire est pour moi tout à fait fondamentale pour l'université qui, d'autre part, effectivement, du point de vue institution sociale et étatique, est consacrée à former des gens qui auront une profession quelconque, définie et strictement spécialisée dans un domaine ou dans un autre. Donc c'est plusieurs aspects différents qui peuvent être compatibles d'ailleurs. On peut fort bien préparer à des spécialisations et en même temps s'ouvrir à des informations, à des discussions qui comportent des gens qui ne sont pas des professionnels ou des spécialistes. Voilà à peu près quelle est l'orientation de l'université telle que je l'entends et telle que, d'une certaine façon, on a tâché de la maintenir un petit peu, non seulement dans cette université, mais généralement ou assez souvent, il y a des universités en province, par exemple, où cette orientation est maintenue. Mais ce n'est plus très généralisé malgré tout.
c'est quelque chose qui tente à se spécialiser de plus en plus et à s'orienter vers des finalités d'admission ou d'exclusion et de fonctionnement par examen. C'est certain, ça n'avait pas... Ça s'est orienté dans ce sens-là depuis Vincennes. Mais je crois que c'est l'idée de Plinio. D'ailleurs, d'après ce qu'il a écrit, d'après des textes que j'ai vus de lui, c'était l'idée. Mais je ne crois pas qu'effectivement on puisse continuer. On puisse continuer une idée de l'université en ce sens. On est bien obligé de la considérer comme étant quelque chose qui est une institution chargée de former des gens à des fonctions, à des métiers particuliers. Donc cette orientation vers l'université ouverte, si l'on peut dire, est quelque chose d'assez utopique et qui ne correspond pas tout à fait à la forme contemporaine. Sauf dans le domaine des arts, on ne sait pas à quoi ça sert. Il y a eu autrefois, les arts n'étaient pas à l'université d'ailleurs. Ils avaient des écoles particulières. Il y avait les beaux-arts qui étaient très particuliers et qui pouvaient former des professeurs de dessin. Mais à l'heure actuelle, ça s'est universitarisé, si l'on peut dire, et ça se tient à l'université. Quoiqu'il existe quand même il existe des écoles d'art, des écoles de dessin, des écoles d'art, des écoles d'architecture. Bon, je voyais ici quelque chose sur quoi ça me fait sortir de ce que je voulais dire, mais je serai bref parce que j'avais vu aujourd'hui même dans Le Monde, puisque c'est Le Monde du 14 avril 2006, il y a comme toujours des choses sur l'art et qui concernent ce dont on parlait. J'avais dit un mot, ça n'a pas été traité explicitement, mais je me rappelle avoir dit un mot sur le gigantisme dans l'art, sur la grandeur, sur le colossal, que les œuvres actuelles ont tendance à jouer sur le grand, sur le colossal. Il y a plusieurs époques où il y a eu du colossal. En Égypte, par exemple, ce n'était pas des intentions explicitement artistiques, mais on a fait du colossal. En Grèce, il y a eu également du colossal. À Rome également. Il y en a eu surtout à la Renaissance, mais peut-être plutôt vers la fin de la Renaissance, où il y a eu une tendance au colossal, que critique d'ailleurs, je ne sais plus. Ici Alexandre Dumas, quelqu'un qui n'est pas un philosophe ni un critique d'art, mais qui a dit très justement qu'il y avait une tendance dans les arts, dans leur décadence, à s'orienter vers le colossal. Ce n'est pas encore une fois la décadence simplement, puisque l'Égypte, qui était à l'origine, jouait sur le colossal, mais il est certain qu'il y a à certains moments une tendance au colossal. Or, à l'heure actuelle, il semble que le colossal est depuis, ou le grand, ou l'amplification, se soit substitué à d'autres qualités artistiques. Ça a commencé, à mon avis, avec Andy Warhol, avec les grandes boîtes de Coca-Cola, ou les grandes, qu'est-ce qu'il y a encore qu'il a fait en grande également, des boîtes,
avec Liechtenstein également, de grandes affiches de réclame. Il y a eu les peintres abstraits. Une période où le simple fait de faire un objet en grand a été une qualification pour sa classification artistique. Il y avait également, remarque, il y avait, ah bonjour, eh bien on te laissera la parole. Et il y avait également, en colossal, il y avait bien la miniature, par l'opposition, il y avait le minuscule de la miniature, le petit a été également un élément de qualification artistique. Le modèle réduit, il y a deux orientations. Le modèle réduit, c'est Lévi-Strauss qui analyse l'objet d'art à partir d'une part du bricolage et d'autre part du modèle réduit, qui est un élément d'esthétisation des objets. Par exemple, une chaise qui n'a rien à voir avec l'art, si tu en fais un modèle réduit comme cela, ou une locomotive que tu fais en petit modèle réduit, ça devient un objet qui prend une qualité artistique. Et alors, je n'insiste pas là-dessus, parce que c'était uniquement pour le colossal. Je dis à l'inverse, il y a l'orientation vers le colossal. Et là, il y avait un article qui s'appelle l'art taille XXL, c'est une allusion aux vêtements qui sont marqués quand ils sont très grande taille, XXL. Les galeries aux dimensions exceptionnelles qui sont faites, ce sont des galeries qui ont lieu aux États-Unis, alors qui sont faites pour recevoir des œuvres. Des œuvres. Je ne sais pas. Là, il y a une représentation, je ne sais pas. C'est à Los Angeles. Je crois oui, qu'est-ce que c'est? On dirait des tas. C'est à Los Angeles qu'il y a un musée qui vient de se créer, j'ai lu là. Je ne sais pas si c'est le même article. Je ne sais pas, de sable, je ne sais pas quoi, qui en eux-mêmes devraient constituer. La plus grande galerie du monde qui vient d'être ouverte à Los Angeles. Mais il est certain que la taille sert à la fois à abriter l'immensité des productions, qui sont très nombreuses, mais en même temps à abriter aussi, à donner lieu d'exposition à des choses immenses qui ne pourraient pas du tout faire l'objet d'une œuvre que pourrait acquérir un particulier, mais qui n'existe là que dans ces expositions. Je ne sais pas, je vous le fais suivre parce que je ne sais pas du tout si cela doit représenter une œuvre d'art ou non. C'est là où on voit l'incertitude de l'art contemporain. Parce que, est-ce que c'est tout simplement une œuvre qui photographie un ensemble de tas de sable, ou est-ce que ces tas de sable forment-ils une œuvre? Je le fais passer pour votre appréciation personnelle. Vous voyez, ça qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une œuvre d'art, ou est-ce que c'est un chantier? C'est ça qui est très difficile de pouvoir apprécier. Quel est ton avis? Tu ne l'as pas vu? Il faudrait voir ce que ça... J'ai pas vu le même article. J'ai vu un autre article. Mais il est certain... Ah si, c'est le même, pourtant. Il est certain que l'immensité... J'ai pas vu la même photo. Joue. Il y avait, on a vu à Paris, par exemple, les immenses... dans le Grand Palais, il y avait l'exposition des immenses... C'est bien à Los Angeles. Panneaux ou murs de Stella, par exemple, qui sont, je ne sais pas en quel métal c'est, si c'est en bronze ou si c'est en c'est ça la galerie. Je me souvenais de ça, j'avais gommé ça. C'est la galerie immense. Et ça, qu'est-ce que c'est alors?
ce qui représente la photographie. Qui garde le côté... Thierry, peut-être oui. La photographie qu'il donne à voir, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une œuvre ou est-ce que c'est une photographie d'un ensemble de... C'est pas un tas de sable, parce qu'il y a une culture végétale dessus, il y a de la végétation. Il y a des herbes, bien sûr. Cet ensemble de terre, c'est une œuvre, oui, je sais pas, en tout cas c'est intégré à l'espace, esthétiquement parlant. Esthétiquement parlant, alors ça peut être soit de land art, soit un type de jardin apparenté au land art, un jardinage apparenté au land art, dans sa forme. Mais c'est volontaire et c'est totalement inscrit dans la durée, semble-t-il. Oui, mais la grande galerie, voilà, là c'est la plus grande galerie du monde qui vient de s'ouvrir, il garde l'aspect abandonné de la friche industrielle, donc d'une usine comme ça, et des bâtiments laissés à l'abandon. Mais en fin de compte, c'est la plus grande galerie du monde qui vient de s'ouvrir, avec une bibliothèque. Ça, c'est une galerie œuvre d'art, quasiment, en bas. Donc, tout est intentionnel. Donc, en tant que tel, ça vise à être une œuvre d'art. Ah oui, parce que tout est intentionnel, là. Oui. Ah, c'est ça. Mais c'est parce que j'ai compris. Vous regardez vous-même. Parce qu'il y en a certains. La galerie. On est dans le quartier où tout est art. La galerie Vuitton, qui se trouve. Qui est totalement porte de Madrid, je crois au bois de Boulogne, a une prétention et une réalité, d'ailleurs, je trouve, architecturale. Ce n'est pas l'immensité particulière. Le Beaubourg, le musée d'art moderne de Beaubourg a également, dans son imitation d'une sorte de bâtiment industriel avec des tuyaux apparents, il y a quelque chose qui est une intention spécifiquement architecturale, donc esthétique, qui consiste à adapter un monument industriel, à détourner en quelque sorte la forme ou l'allure d'un monument industriel vers l'hospitalité donnée aux œuvres artistiques, mais en soi, ce n'est pas simplement un monument quelconque qui a été destiné à cela. Il y a un travail architectural dans Beaubourg que l'on peut aimer ou que l'on ne peut pas aimer, mais qui a incontestablement un travail architectural. Et tandis que là, c'est un petit peu bizarre, cette œuvre. Ça existait, je n'ai pas compris, d'après ce que tu as dit, un monument qui existe ou auquel on a donné, qu'on a récupéré et qu'on a détourné pour être un musée. Non, tu as des bâtiments industriels. Je me souviens de la photo d'en bas, moi. C'est des bâtiments industriels réels. Réels. Ah, c'est ça. Réels. Ah, mais il y en a qui ont, dans le détournement, c'est assez ancien dans... La transformation ou récupération n'est pas critiquable, qui a donné lieu à des opérations qui sont très, très intéressantes près de Lille. Je crois que c'est pas... Ah, c'est à Beauvais, je ne sais pas où. Qui était une ville consacrée essentiellement au tissage, à l'industrie textile. Il y a eu, dans les années 70-80, un déplacement complet de l'industrie textile de France, qui était dans le Nord, qui a été déplacé en Asie, en Chine ou aux Indes, je ne sais pas où, de sorte qu'une quantité de bâtiments industriels a été, je crois que c'est pas Beauvais, c'est un...
près de l'île du Nord, oui. Où il y a ce sont des il y a une piscine aussi, il y a une piscine. Merveilleux bâtiments en briques qui étaient très bien faits et qui ont été je me souviens plus de la ville. Il y a une piscine aussi, René, une piscine qui a été transformée en musée. Une piscine qui a été transformée en musée. J'ai oublié le nom de la ville. Je veux dire quelle était la ville. C'est peut-être la même, c'est une ville du Nord aussi. C'est près de l'île. À Londres aussi, on a fait la même chose. C'est pas à Londres. Non, mais on a fait ça partout dans le monde aussi. La Tate Gallery est un ancien bâtiment industriel. Enfin, la moderne Tate. Mais là, on atteint des dimensions colossales, hein, avec en plus qui sont très bien. Une bibliothèque, un restaurant, enfin un lieu de vie pour les étudiants. Donc c'est plus qu'un musée, et d'où le gigantisme de l'espace. Parce que ça se justifie dans l'esprit anglo-saxon. Cette utilisation. Mais c'est le plus grand musée d'art moderne du monde, évidemment. La plus grande galerie du monde, plutôt. Et plus intéressante que la construction moderne, en général. Que la construction plus récente. Je trouve que lorsqu'on récupère souvent des œuvres des œuvres fonctionnelles, industrielles du 19e siècle, il y a des choses qui sont très intéressantes. On va recentrer le débat sur le gigantisme, quand même, sur les catégories. Dans cette récupération, dans l'art industriel de cette époque, qui vaut mieux que la construction d'un bâtiment actuel. Mais la question que tu as posée initialement sur le gigantisme, où et quand commence le gigantisme comme art qu'on peut critiquer, c'est-à-dire un art qui serait surdimensionné par rapport à ce qu'il donnerait à voir, ou par rapport à ce qu'il est réellement. Étant entendu qu'on n'a pas inventé le grand format dans les années 50-60. Hein, on connaît les peintures colossales, en tout cas gigantesques, à l'époque où Venise triomphait, au XVIe siècle. Donc Tintoret, Véronèse sont connus pour avoir fait des peintures très grandes. Et ce sont des peintures. Mais ce n'est pas du colossal, d'autre part. Voilà, alors on n'a jamais parlé de colossal, mais on parlait de peintures de très grande dimension, qui n'avaient pas été atteintes, en tout cas sur toile, avant cette époque-là. Donc les Noces de Cana au Louvre, c'est le plus grand tableau du Louvre, hein. On a ce tableau d'une grande dimension, mais qui n'a jamais été critiqué pour sa dimension. Et puis alors on a eu, c'est évidemment l'effet de gigantisme qui a pu se présenter, avec la peinture abstraite américaine en particulier, où on a eu tendance à agrandir, alors à l'échelle de l'Amérique, effectivement, un peu comme ses voitures et comme son espace, donc une affirmation esthétique très grande de ce pays encore jeune et qui, effectivement, faisait ses preuves pour la première fois dans l'histoire de l'art par rapport à la domination européenne antérieure. Et donc, on avait à la fois une affirmation, donc de grand format, dans ces peintures donc de Barnett Newman ou de Pollock, qui sont quand même très grandes, hein. Mais en même temps, la dimension était d'autant plus grande que c'était des peintures abstraites, parfois très dépouillées, c'est-à-dire on avait quelques signes. Donc là, d'un seul coup, on voyait la dimension avec pas une foule de personnages, grouillant comme à l'époque du baroque ou à l'époque du maniérisme. Donc on ne se posait pas la question à l'époque de la Renaissance, le sujet lui-même imposait d'une certaine manière la dimension, puisqu'on avait des scènes en elles-mêmes déjà colossales, c'était des foules qu'il fallait représenter, c'était aussi un espace qu'il fallait remplir, alors qu'on a des œuvres qui ne sont pas prévues pour décorer un lieu, à l'époque donc de la peinture américaine dite de l'expressionnisme abstrait dans les années 50, et qui d'un seul coup joue quand même sur l'espace, puisque occupant l'espace des galeries ou l'espace de musées qui ont d'ailleurs été construits à cette époque-là aussi pour les accueillir. Le musée Guggenheim, je crois qu'il date des années 50, je ferai vérifier, et c'était visiblement un musée destiné à accueillir des peintures américaines abstraites. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal, on en a eu un peu parlé par rapport à un autre type de musée qui a été construit aussi, mais par Niemeyer, Oscar Niemeyer, le fameux architecte de Brasilia, là, qui est mort il y a peu de temps, l'année dernière, je crois, ou il y a 2-3 ans. Il avait fait ce qu'on appelle une soucoupe volante, enfin, on l'a surnommé comme ça, c'était dans un magnifique paysage en bord d'un estuaire, je ne sais plus lequel, mais bon, le site est tout à fait étonnant, et c'est également une sorte d'espace en colimaçon.
Mais alors c'est un espace en colimaçon, c'est une rampe qui s'élève comme ça en évoluant, donc comme les escaliers en colimaçon, mais d'une certaine manière ça n'offre pas un recul extraordinaire, et les installations, ce qu'on a connu après les années 60-70, ne semblent pas pouvoir être installées justement dans ce lieu particulier. C'était le problème que Buren avait rencontré d'ailleurs pour ce qui est du musée du MoMA, donc à New York, puisqu'il a dû occuper en fin de compte tout l'espace central vide de ce musée en colimaçon, de ce musée qui en fin de compte est en forme hélicoïdale. Et c'est donc une sorte de simèse continue où on accroche les tableaux, et j'avais pas vu que c'était en fin de compte presque un musée non contemporain, c'était un musée de peinture moderne, en tout cas de peinture, parce qu'il n'y a pas le recul nécessaire. Le MoMA, qui a été construit justement pour la peinture monumentale, mais pas pour les installations, parce que c'est une simèse continue. Et ce que tu m'as fait découvrir, enfin que je connaissais... Le musée de Frank Lloyd Wright. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pas le MoMA. Ça, c'est le Guggenheim. Ah oui, je confonds toujours. Et MoMA, oui. c'est le musée. Je confonds toujours, excuse-moi. Je confonds toujours. Oui, tu as raison. J'ai commencé comme ça d'ailleurs par le musée Guggenheim. Donc tu as cette vision, et tu m'as fait découvrir le musée construit par Niemeyer, qui en tant que tel semblait vide. Tu me disais qu'il était inoccupé. Ah oui, à Rio de Janeiro. Voilà, c'est à Rio de Janeiro, voilà. Un grand musée d'art contemporain qui donne sur la mer, et qui est clair, qui est très intéressant. Il est vide, mais il est en forme un peu comme d'autres créations de Niemeyer, et qui est en forme hélicoïdale également, circulaire, qui monte progressivement. Il reprend l'idée de Wright. Et c'est très... Mais là aussi, il est bien fait pour recevoir des œuvres, mais pas tellement des peintures, c'est plutôt des objets. Il est plus fait pour des objets que pour des peintures. Mais des installations, c'est très difficile, ça. Les installations, effectivement, à partir des années 60, c'est-à-dire du pop art, invitaient à l'occupation de l'espace, puisqu'on quitte le mur, et les sculptures elles-mêmes, à partir du moment où elles intégraient la vie quotidienne, elles faisaient dans la citation d'objets, le rudimède généralisé, supposait effectivement un art plus scénographié, un art en tous les cas qui ne reste plus sur la simèse, ou qui ne reste plus dans un angle de la pièce, ou sur un piédestal, sur un socle. Donc on a aussi un type d'art qui appelait l'occupation de l'espace, et peut-être le gigantisme en tant que tel, puisque c'est une œuvre d'art ou une vision de l'art qui relève peut-être de cette fameuse dédéfinition de l'art dont on parlait, c'est-à-dire d'une esthétique sans limite. C'est une esthétique sans limite, donc qui n'est plus limitée aux arts dits traditionnels. Il y a une opposition entre l'artistique et l'esthétique, là, en l'occurrence. Et effectivement, il faudrait voir, alors, pour peut-être introduire progressivement le sujet de notre débat aujourd'hui sur les rapports entre peinture et musique, ce qu'il en serait, peut-être pas du gigantisme alors en musique ou en peinture, mais ce qu'il en serait de l'espace propre à chaque art. Oui, c'est la question. Les catégories qui permettraient d'évaluer selon quels critères le gigantisme ou ce qui ne serait pas. Il n'y a peut-être pas gigantisme au fond pour l'art contemporain, et si on a un sentiment de gigantisme, c'est qu'effectivement il en impose. Alors on a l'exposition actuelle comment s'appelle, Kiefer, Anselm Kiefer. Est-ce que c'est gigantesque? C'est en tout cas de très grande dimension. Là aussi, Anselm Kiefer, voilà. Et on a créé en plus, comme tu sais, un type d'exposition, tu as vu au Grand Palais, c'est Olivier Caplin, qui maintenant est directeur du musée de la Fondation MAG, mais à l'époque, il s'occupait donc de la délégation des arts plastiques, et avait organisé l'idée justement du Monumenta, qui existe encore, je crois, offrir l'espace, qui est le plus grand espace d'exposition de Paris, celui du Grand Palais, à un seul artiste. On lui donne la possibilité de s'exprimer pleinement. Anselm Kiefer avait déjà fait quelque chose. Beaucoup d'autres, et ce sont souvent des artistes conceptuels, en tout cas des artistes qui font des installations, qui ont pu occuper cet espace-là. Parce qu'offrir ça à un peintre, ça serait peut-être pas si simple, au fond, et il n'a peut-être pas besoin d'autant d'espace. En tout cas, c'est devenu un genre d'exposition à part entière, Monumenta. Voilà. L'œuvre de Kiefer a une orientation démonstrative certaine. Donc, ce qui est intéressant chez Kiefer, c'est qu'il a une orientation démonstrative certaine, c'est-à-dire une critique de la culture allemande et de la reprise de la culture allemande à partir de son classicisme, du romantisme, et
le détachement qu'il veut opérer de l'Allemagne par rapport à son passé récent, c'est-à-dire le nazisme. De sorte qu'à la fois, elle est ambiguë, d'ailleurs on lui a reproché, c'est une œuvre ambiguë, puisque à la fois elle est une critique de ce passé du nazisme, mais à la fois elle reprend un certain nombre d'éléments, puisqu'il se reprend lui-même faisant le salut nazi, il reprend des thèmes qui ont été chers au nazisme à lui-même, c'est-à-dire qui ont été empruntés à une certaine période du romantisme et détournés. Il reprend, il se relie à Heidegger, il est vrai, à une période où l'on insistait moins qu'aujourd'hui sur le nazisme de Heidegger. Donc là, c'est un petit peu équivoque. On ne sait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été, au courant du nazisme de Heidegger ou qui l'ont mésestimé, alors qu'aujourd'hui on insiste là-dessus. Donc c'est assez difficile d'interpréter dans quel sens Kiefer l'a utilisé. Mais ce qui m'a intéressé, c'est surtout dans l'exposition, il y avait deux expositions, une de Beaubourg, je crois, ou du Grand Palais, non, c'était à Beaubourg, il y en avait une, et l'autre à la Nationale, qui utilisait le livre en tant que tel, mais le livre, justement, c'est là où il y a les dimensions gigantesques du livre. Il a créé des livres qui sont inutilisables et intransportables, puisque ce sont d'immenses livres qui sont en feuilles de plomb, qui doivent peser des tonnes, ou tout au moins des centaines de kilos, dont chaque feuille de plomb est grande comme à peu près 2 tables, et qui marque son art d'une critique aussi. Il plonge dans la littérature, il plonge donc dans la culture allemande à partir de Goethe jusqu'à Heidegger, et c'est à la fois cette littérature qui est présentée, mais en même temps elle est aussi présentée et critiquée. Il y a une installation dont la signification emblématique est exprimée d'une façon assez directe par des bris, par des surfaces de verre qui sont brisées sur le sol, avec des livres gigantesques qui sont dans cette matière, dont les feuillets sont en plomb et qui sont à demi ouverts. Donc il y a une intention chez Kiefer qui utilise cette présentation avec le gigantisme. Le gigantisme n'est pas quelque chose donc qui est utilisé d'une façon gratuite. Il a pour but, malgré tout, d'être en permanence relié avec une orientation expressive et d'une expression critique. L'art par là même s'insère d'une façon très profonde chez lui dans la réalité. D'ailleurs, je pense que dans la réalité sociale, je pense qu'il n'y a guère d'art qui puisse exister sans s'inscrire dans la vie, dans la réalité sociale. Et donc il y a ce n'est pas, sinon ça serait de l'art qui serait purement ornemental. Je voulais, alors c'est ça, je voulais simplement indiquer une orientation de réflexion autour de la... Alors ça, je pense que ce qu'il fait, c'est la liaison. Ce n'est pas un art littéraire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'illustrer des littéraires, mais c'est en connexion avec la littérature.
Je pense qu'il y a à l'heure actuelle l'art plastique proprement dit, c'est-à-dire l'art pictural, etc., sculptural, existe en connexion avec d'autres arts. La disparition ou la critique de l'unité des beaux-arts, mort des beaux-arts, c'était le titre que j'avais choisi en liaison avec une autre œuvre, avec d'autres œuvres qui s'appellent un petit peu comme cela, mort des beaux-arts, ne veut pas dire nécessairement que les arts soient morts, mais que cette séparation entre les arts n'est plus de mise. C'est-à-dire que l'on ne peut pas utiliser, là je m'opposerai peut-être à toi en disant on ne peut pas concevoir la peinture pure si on ne la relie pas à quelque chose d'autre, soit à la littérature, soit à la musique. Et alors, soit à d'autres arts, à l'architecture, etc. Et chaque art est en connexion et se répond l'un à l'autre, ou s'allient l'un et l'autre. Musique et peinture ont des connexions particulièrement intéressantes dans l'art contemporain. À partir, je pense, les premiers qui ont utilisé dans l'art contemporain ou moderne, à la limite de l'époque contemporaine, ce sont les cubistes qui ont beaucoup utilisé la musique, mais dans un sens un peu particulier. C'est-à-dire à partir, on pourrait dire que ce n'est pas une utilisation de la musique. Et il s'agit de savoir si ce n'est pas une utilisation de la musique à partir faut définir les termes. Instruments musicaux, c'est pas la même chose. De la mandoline, du violon, mais peut-être plus profondément par l'emboîtement des surfaces, par le fait que pas la musique, les plans se compénètrent, les surfaces cubiques jouent en contrepoint, en répond l'une avec l'autre. Et cela jusque chez Picasso, chez Juan Gris, on le trouve également, alors d'une façon peut-être exceptionnelle, dans un sens qui n'est pas exactement en accord avec eux, avec l'orientation du cubisme, mais chez des auteurs contemporains à ce mouvement, Klee et Kandinsky, qui ont travaillé contemporainement au cubisme, mais dans une direction qui n'est pas tout à fait la même, identique avec l'art abstrait. Alors si je parle de Klee, c'est parce que j'avais été très intéressé au moment de la mort de Boulez, dont on avait dit un mot juste ici, je me rappelle, mais sans en traiter, par un livre dont j'ignorais complètement l'existence et qui est une étude. Est-ce que tu l'as porté? Non. Ah, si, ça va être parfait. Une étude de Boulez sur Paul Klee, et qui précisément s'appelle Le pays fertile, et dans lequel il parle de l'accord, garde-le, tu le montreras d'ailleurs, peut-être dans le, c'est ça, dans l'appareil pour que l'on le voit, dans lequel il parle de l'accord très, très particulier que Paul Klee peut avoir, que la contemplation de Paul Klee peut avoir avec sa musique qui est inspirée à l'origine. La nouvelle musique de Boulez est inspirée de la nouvelle musique qui a été créée au début du siècle par Schoenberg, et qui lui-même était ami de ces peintres, qui a participé au mouvement qu'ils ont créé, le Blauer Reiter, qui a été créé par... qui c'est qui a fait
C'est Klee et... C'est Klee, Mark, Mark... non, c'est pas... Et pas Kandinsky aussi? Si, le Writer, c'est la publication de Kandinsky. C'est Kandinsky avec à l'intérieur... avec sa copine, qui a été lui-même... Avec Franz Marc, August Macke et les gens... Qui a été lui-même peintre. Ce ne sont pas des tableaux de Schoenberg, il y en a eu, on peut en voir exposés. Il a peint dans un sens très expressionniste, un peu proche de l'expressionniste de Munch, mais ou de celui du mouvement allemand de la Brücke, mais qui n'atteint pas une maîtrise ni une valeur picturale, à mon sens, comparable ni aux peintres avec lesquels il a pensé ces mouvements de l'expressionnisme et de l'abstraction, ni avec la théorie qui est la sienne, la théorie musicale. Donc c'est un peintre, on pourrait dire accidentel, mais qui a trouvé aussi une expression dans la peinture en même temps que dans la musique. Et toute cette peinture, et ainsi d'ailleurs que la musique de dodécaphoniste ou la musique sérielle, deux termes qui la caractérisent, sont nés de l'expressionnisme. L'expressionnisme ayant donc des frontières assez indistinctes entre des arts comme la peinture et la musique qui s'interpénètrent, et c'est l'idée que soutient Boulez. Je ne vais pas ici le résumer, je vous y renvoie. C'est l'idée de Boulez, c'est qu'il y a une pénétration très constante, un échange très constant également entre la peinture et la musique par l'intermédiaire justement de leur valeur expressionniste et de leur structure interne. Ces arts communiquent non pas au niveau de l'image, bien que l'image est jouée, encore une fois, elle a joué, j'en parlais à propos de l'instrument musical, on pourrait dire également chez Chagall, il y a des sortes de représentations musicales ou des éléments musicaux avec des violonistes, avec des assemblées de musiciens juifs, russes, jouant dans des balles champêtres populaires, etc., des violonistes volant dans les airs, mais ce ne sont pas tellement les images qui comptent, et plus avec Chagall d'ailleurs, les mises en scène, les mises en scène, les décors de mise en scène, c'est pas exactement les mises en scène, les décors de scène qu'il a donnés, soit à New York, soit en France pour l'opéra de Paris, c'est le plafond qu'il a fait, mais en même temps des décors de scène pour la Flûte enchantée, pour d'autres opéras, de Mozart ou autres. Donc il y a, ou ballet. Donc il y a une association de la musique et de la peinture, mais ce n'est pas tellement à ce niveau-là dont parle Boulez. C'est au niveau d'une structure plus intime, plus interne, qui se trouve au niveau de la naissance d'ailleurs, de l'abstraction à partir de l'impressionnisme, dont peut faire partie, à la fois l'art abstrait tel qu'il a été défini
avec Klee ou avec Kandinsky, et d'autre part, peut-être, bien qu'on ne lui a jamais donné ce titre, la musique quittant, abandonnant la stricte tonalité classique et se lançant dans des formes de composition différentes dans la musique de Schoenberg et de celle de ses suites, Alban Berg, Webern. C'est surtout de Webern d'ailleurs que Boulez se sentira plus proche de Webern et de Klee. Au fond, il y a une sorte de trio qui se constitue à travers ce livre entre Webern, Klee et Boulez, auquel on peut être sensible, je crois, non pas par des ressemblances au sens propre, mais parce que Boulez lui-même appelle des correspondances, des résonances, des analogies qui sont des analogies à voir au niveau de la structure, dont la dénomination est peut-être, et l'analyse est peut-être plus